et l'équipe de la roue pour l'invitation, pour effectivement partager avec vous quelques éléments sur cette thématique très importante qui est celle des déplacements en ville. Et donc je vais commencer mon exposé. À mon avis, on a eu la même idée, Marion et moi, d'une certaine façon, puisque je suis parti du titre de cette école urbaine, la vie pour les femmes et par les femmes, qui est évidemment un écho à un constat qui est fait maintenant par tout le monde et qui a été mis en image au début, que la ville, en fait, elle est faite par et pour les hommes. Si vous avez la couverture d'un ouvrage d'un géographe français, Grébeau, paru en 2015, et qui montre lui aussi, pour le cas de la France, les inégalités d'usage et de façonnage de la ville selon le genre. Alors, je voudrais justement, en termes d'écho, me faire l'écho ce soir de recherche et d'enquête sur les déplacements et les circulations urbaines des femmes, d'enquêtes récentes. Je vais vous les présenter tout de suite, il y en aura 3. Voilà. Alors, une première dont je ne parlerai pas ce soir, mais je vous signale l'ouvrage parce qu'il est intéressant si vous ne le connaissez pas. Il est sorti en 2018, ça fait Partager la ville, genre et espace public en Belgique francophone. C'est toute une série d'enquêtes, de résultats d'enquêtes sur la question des déplacements des femmes, qui est un ouvrage dirigé par Olivier Sacco qui devait intervenir dans cette école, et David Paterno, donc des collègues de l'ULB. Un ouvrage très intéressant, mais je vais vous parler de 3 recherches qui ne sont pas évoquées directement dans cet ouvrage-là, qui sont plus récentes et qui ont comme point commun d'avoir une entrée par les modes de transport, en fait, et leur usage par les femmes. Donc, c'est des enquêtes qui s'intéressent à la manière dont les femmes utilisent les différents modes de transport. Et vous allez voir que ça nous dit un certain nombre de choses sur la question de la ville par et pour les femmes. Alors la première enquête, elle était signalée dans le PowerPoint qui tournait ici en présentation. C'est celle qui a été réalisée par ProVélo, qui a été publiée en 2020, et que vous avez l'occasion de consulter sur le net tout à fait librement, et qui a été rédigée par Fanny De Smet, par Marie Gillot, qui a été évoquée tout à l'heure, et par Lionel Franco. Alors, je vous ai mis les méthodologies, je ne vais pas du tout rentrer là-dedans, c'est pas l'objet de ce soir. Vous voyez que c'est une enquête intéressante, puisqu'elle a été donnée entre avril et octobre 2019, et qu'elle s'est donnée quand même beaucoup d'entrées, avec à la fois des questionnaires en ligne, des focus group, des itinéraires commentés, et bien sûr toujours avec la base des comptages que fait régulièrement ProVélo à Bruxelles sur ces questions-là. Alors cette recherche a essayé d'expliquer 3 constats importants à propos du déplacement des femmes à vélo. D'abord, ce premier constat, qui a déjà été aussi évoqué, c'est que les femmes sont moins nombreuses à faire du vélo que les hommes. 36% en 2019 à Bruxelles, des cyclistes sont des femmes. Alors, finalement, comment est-ce que les femmes elles-mêmes expliquent cette différence? Ces enquêtes sont des enquêtes qui recueillent la vie et les pratiques des cyclistes et aussi des non-cyclistes. Alors, les principaux freins qui ont été identifiés dans cette enquête, c'est d'abord qu'il y a beaucoup de femmes pour lesquelles le vélo n'est même pas une option envisagée, notamment parce qu'il est perçu comme un moyen de transport masculin ou qui exige des qualités masculines. Donc pour une série de femmes, ça ne fait pas partie de l'ordre des choses possibles et ça reste associé à des qualités que posséderaient les hommes. Par ailleurs, aussi, point important qui est évoqué par les répondantes, c'est qu'elles se déclarent manquer d'aisance, d'avoir les capacités suffisantes pour utiliser le vélo. Il y a aussi la question qui est soulevée de la gestion de l'apparence de soi, notamment de la gestion de l'apparence féminine, qui est une pression sociale, qui pèse sur un certain nombre, plus fortement sur un certain nombre de femmes que d'autres, et qui donc se sentent, avec le vélo, dans la capacité de gérer cette apparence, qu'elles se sentent obligées
donc de montrer aux autres, notamment par exemple la question de l'effort physique, hein, qui est souvent présentée comme étant incompatible avec la gestion de l'apparence féminine. Autre élément aussi important, c'est le partage genré et inégal des responsabilités ménagères et familiales qui font que les femmes sont beaucoup plus souvent en charge de ces responsabilités, qui font qu'elles se détournent du vélo comme moyen de transport, puisqu'elles ont une série de tâches à effectuer et qu'elles ont l'impression, et parfois c'est tout à fait le cas, qu'elles ne peuvent pas les exécuter au moyen du vélo. Alors, il y a ceci dit un certain nombre de choses qui participent au fait que les femmes prennent le vélo, et notamment une sensibilité environnementale plus importante que chez les hommes, qui les amène à passer au vélo, et aussi le souci des autres, et notamment des autres habitants de la ville, qui est un argument qui est plus fréquemment évoqué par les femmes. Ce que cette enquête montre aussi, c'est que monter en selle, pour le dire de cette façon-là, l'expérience de rouler élimine assez rapidement toute une série d'obstacles qui étaient là avant qu'on commence à rouler à vélo. Donc les femmes qui se sont lancées dans l'expérience de rouler à vélo, mais finalement se rendent compte que c'est possible, qu'on peut être à l'aise, qu'on peut faire une série de tâches, etc. etc. Donc l'expérience est vraiment un levier très important. Pour le dire autrement, les personnes qui sont les moins enclines à faire du vélo, c'est celles qui n'en ont jamais fait. Alors, deuxième grand constat, c'est que les risques liés à la circulation routière, au trafic, constituent un frein plus important à la pratique du vélo pour les femmes que pour les hommes. Cette perception de l'insécurité dans le trafic. Alors, on explique ça de cette façon, c'est que la socialisation, l'éducation des garçons et des filles n'est pas la même sur la question du rapport au risque. Les filles sont généralement éduquées au fait qu'elles doivent être plus prudentes vis-à-vis du risque qui peut exister dans la ville, dans la circulation, et donc c'est quelque chose, un risque auquel elles ne devraient pas se confronter, alors que les garçons, plutôt, on les incite à se confronter à ce genre de risque. Et donc, du fait, ce devoir féminin de ne pas prendre de risques peut être aussi rappelé par les conjoints, le conjoint, par les amis, par les collègues. Ce n'est pas, tu es une femme, donc tu ne dois pas prendre de risques dans la circulation. Autre élément aussi, très important, c'est que cette perception du risque qui serait liée à la pratique du vélo va diminuer de nouveau avec l'expérience. C'est un point qui est très très convergent dans les enquêtes. Il va aussi, et ça a été évoqué par la ministre, diminuer avec les types d'infrastructures qui sont utilisées. Plus les infrastructures cyclistes sont sécurisées, plus les femmes, moins elles perçoivent de risques à la pratique du vélo. Et le vélo aussi, un des leviers pour la pratique, c'est le fait qu'un certain nombre de femmes évoquent le fait que pratiquer le vélo leur fait éviter un certain nombre d'autres risques en fait, notamment celui du harcèlement. Parce que la vitesse du vélo, parce que le fait de ne plus être à proximité d'autres personnes et notamment des hommes. Et donc là aussi, c'est un des leviers du passage à la pratique cycliste. Le constat est néanmoins que être femme et être cycliste est une situation doublement marginale pour les répondants, c'est-à-dire à la fois marginale parce que les cyclistes sont encore minoritaires dans le trafic et doivent trouver leur place, mais en plus, une couche supplémentaire qui est de gérer l'identité féminine ou le genre face à toute une série d'autres problèmes, comme par exemple le harcèlement. Donc une double difficulté, on pourrait dire. Troisième constat, qui est peut-être moins directement sur notre thématique, mais je l'évoque, c'est le fait que les itinéraires vélo des femmes et des hommes sont différents. En moyenne, les hommes et les femmes cyclistes ne prennent pas les mêmes itinéraires pour se déplacer dans la ville, et notamment ce que les femmes disent vouloir éviter le plus, c'est la pénibilité liée au relief et aux arrêts. Choisir des trajets dans lesquels il faut s'arrêter le moins possible, parce qu'on est justement plus à l'aise
pour effectuer ce trajet, et puis aussi éviter la pénibilité liée à la cohabitation dans le trafic. Une des grands points communs des réponses, c'est de dire que le trafic, c'est une lutte, c'est un combat, et donc plus on peut éviter ces moments conflictuels dans le trafic, mieux c'est pour la pratique du vélo. Je voudrais quand même ajouter ce qui me semble un quatrième constat fort important de ce rapport, c'est que la part des femmes parmi les cyclistes à Bruxelles ne cesse d'augmenter. Donc elles sont pour l'instant minoritaires, mais cette part augmente, 2,5% par an, et que les femmes sont surreprésentées dans les nouveaux cyclistes. Dans les personnes qui se mettent au vélo, les femmes, il y a plus de femmes qui se mettent au vélo que d'hommes qui se mettent au vélo dans les nouveaux cyclistes. Voilà un premier aperçu, une entrée par le vélo. Alors, je voudrais aussi vous parler d'une deuxième enquête, aussi toute récente, qui a été faite à Bordeaux. Donc la ville de Bordeaux, en tout cas la métropole, n'est pas entièrement comparable à Bruxelles, mais sur des densités moins fortes qu'à Bruxelles, mais il y a des choses très intéressantes là-bas aussi dans cette enquête qui s'appelle donc Femmes et mobilité urbaine, analyse des bonnes pratiques de la ville durable sous l'angle des inégalités entre les hommes et les femmes, qui a été signée par Yves Rebaud, le géographe dont je vous avais parlé en introduction, avec aussi une méthodologie très similaire, vous voyez, des questionnaires en ligne, des comptages, beaucoup d'observations. Ils ont utilisé la caméra pour filmer et pour après faire des comptages et aussi des focus group. Alors là aussi des constats assez convergents, vous voyez, les femmes sont moins nombreuses à faire du vélo que les hommes, 38% à Bordeaux et à 36% à Bruxelles, donc on est quelque chose de très comparable. Et là aussi, une série de freins qui sont évoqués, qui pour la plupart sont les mêmes que celles qu'évoquent les bruxelloises. En premier lieu, la pluie, les intempéries, mais vous voyez, en deuxième lieu, le manque de pistes cyclables, le manque de stationnement sécurisé, les risques de vol, l'incompatibilité avec les chargements encombrants ou lourds. Vous voyez là le retour des responsabilités familiales et domestiques qui s'imposent à de nombreuses femmes. La question de la présentation de soi, qui reste une question importante pour de nombreux cyclistes. Les enfants, la grossesse, le rythme de vie. À nouveau, on retrouve la question de la division des tâches familiales et puis aussi le manque d'aisance ou de confiance en soi avec l'autre. Donc, c'est des déclarations des femmes elles-mêmes qui estiment que ce sont là les éléments qui les freinent le plus. Éléments donc très convergents avec ce qu'on peut trouver à Bruxelles. Deuxième constat à Bordeaux, la peur d'accident est beaucoup plus importante chez les femmes que chez les hommes. C'est exactement la même chose qu'à Bruxelles, vous voyez, un plus grand sentiment d'insécurité dans le trafic. Et vous voyez, le premier élément qui fait peur, entre guillemets, ce sont les autres usagers, en fait, les autres modes notamment, et en premier lieu, les automobilistes, mais aussi les autres cyclistes. Le monde des cyclistes n'est pas un monde idéal où tout le monde s'adore. Il y a effectivement aussi des peurs respectives entre cyclistes, mais aussi, vous voyez, les livreurs et les bus dans ce cas-là à Bordeaux. De nouveau, on retrouve la question des infrastructures qui sont très très fréquemment évoquées par les femmes, soit parce qu'elles ne sont pas aménagées, soit parce qu'au contraire elles les mettent au vélo. Et puis de nouveau cette histoire de confiance en soi. Donc là on voit quand même qu'il y a un point très très important sur la question de l'éducation et de la question du rapport au risque, du risque perçu. Alors, de nouveau, même chose, on retrouve, comme ceux qui supportent cette pratique, le fait d'éviter un certain nombre de rencontres grâce au vélo, le fait d'aller plus vite, pouvoir démarrer plus vite, qui sont évoqués, et puis aussi cette préoccupation environnementale, comme on l'a trouvé à Bruxelles. Et ce qui a été évoqué beaucoup dans cette enquête-là, c'est justement, on parlait de l'expérience tout à l'heure, c'est ici des initiatives de mise en scène pour les néophytes, des expériences dans lesquelles les gens qui n'avaient jamais pratiqué ont pu avoir une expérience pour fréquenter la ville à vélo, et toutes les participants signalent le côté très positif de cette pratique. Et puis un autre point là qui est un peu différent, mais qui est intéressant, pour Bruxelles, je vous avais parlé des itinéraires qui étaient différents entre hommes et femmes. Ici, ce qu'ils ont remarqué aussi, c'est que les équipements des vélos des femmes et des hommes sont différents. Les hommes à Bordeaux sont plus nombreux à ne rien transporter en vélo. Vous
voyez, 45%, 46% des hommes ne transportent rien, hein, alors qu'il y a seulement 27% des femmes qui ne transportent rien à vélo. Et inversement, c'est logique, les femmes sont plus nombreuses à posséder un vélo équipé pour le transport, des sacoches, porte-bagages, paniers ou porte-bébé. 3 fois plus que les hommes ont un porte-bébé sur leur vélo. Donc ce qu'on voit là, c'est de nouveau la question de la répartition du travail domestique qui se répercute sur la question des déplacements et des circulations dans la ville et qui oblige aussi à avoir des équipements différents pour une pratique qu'on pourrait penser identique. Alors, dans cette recherche à Bordeaux, on a aussi parlé de la marche, donc je quitte le vélo, et quelques éléments intéressants. Si vous prenez ce petit schéma, donc les femmes sont habillées en jaune et les hommes en bleu, ce qu'on voit, c'est que pour toutes les rues où ils ont fait des enquêtes à Bordeaux, sur la plage horaire 16h30, 18h30, les femmes sont majoritaires. Il y a plus de femmes qui se déplacent dans l'espace public. Par contre, sur la tranche horaire 22h minuit, elles deviennent minoritaires, elles perdent quasiment 10 points sur cette tranche horaire-là. Donc il y a une différence d'usage de la ville, de répartition des genres sur l'utilisation de la ville en fonction du moment de la journée ou de la nuit dans ce cas-ci. Et ce qu'ils ont remarqué aussi, c'est que ça varie extrêmement fort selon les lieux en fait, de la ville. Ici, vous avez 3 quartiers, 3 zones différentes de Bordeaux, la plus centrale en haut, la plus périphérique en bas. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut avoir des zones comme la zone centrale où les femmes sont largement majoritaires, vous voyez peut-être 60%, et puis ça retourne à 47% le soir. Dans tous les cas, ça diminue. Et ce qu'on voit, c'est que dans certains quartiers plus périphériques, l'usage de l'espace public est presque exclusivement masculin, 3 quarts masculin, la journée et le soir. Ce qui nous fait constater qu'il y a une géographie genrée de la ville. La ville, ça n'existe pas de certaine façon, il y a différents quartiers avec des équilibres, des conflits, on pourrait dire, de genre assez différents. Et donc là aussi, ça soulève la question de savoir finalement de quel quartier ou de quelle zone de la ville on parle. Elles ne sont pas toutes identiques du point de vue des circulations. Et de qui finalement tient la rue, on pourrait dire d'une certaine façon. Par contre, la nuit est clairement, on pourrait dire, un territoire duquel les femmes sont exclues. La nuit urbaine est une nuit sans femmes, en tout cas avec beaucoup moins de présence féminine. Dans cette enquête, 30% des femmes déclarent éviter de se déplacer la nuit. Donc ça veut dire que c'est des déplacements qui ne sont pas faits, alors qu'ils pourraient être faits. Et 34% déclarent adapter leur déplacement. Donc clairement, c'est un élément important, surtout que la nuit peut varier en durée selon les saisons de manière très très importante, puisque voilà, en hiver, évidemment, la nuit, elle dure beaucoup plus longtemps qu'en été. Et donc ça veut dire que pendant ces périodes-là, il y a toute une série de femmes qui ne pratiquent plus la ville, qui ne circulent plus en ville. Donc la marchabilité, le fait de pouvoir marcher dans la ville, des rues et des quartiers se caractérisent par une double asymétrie jour-nuit. Clairement, ce n'est pas la même chose le jour et la nuit. Et féminin-masculin, inscrit par une hégémonie masculine, à la fois dans certaines parties de la ville et pendant la nuit. Alors ce qui est aussi assez étonnant dans ce rapport, c'est que cette différence entre les hommes et les femmes, est-ce que marcher dans la ville c'est différent pour les hommes et les femmes, elle n'est pas soulevée par les femmes elles-mêmes. La majorité des répondants disent ben non, c'est la même chose, qu'on soit un homme ou une femme, ça ne change pas. Donc la plupart des femmes n'ont pas conscience en fait de cette interdiction d'une certaine façon, cet empêchement qui les frappe durant la nuit dans certains quartiers. Ça aussi, ça veut dire que là, il y a du travail à faire sur la question des perceptions de ces différences genrées de la ville. Et puis, dernier point qu'il y a dans cette enquête, sur le covoiturage, il est moins important parce que de fait, c'est une très petite minorité des répondants et des répondantes qui pratiquent le covoiturage. Vous voyez, 60% des femmes ne le pratiquent jamais, 1% quotidiennement et 39% parfois
Donc c'est une pratique très très limitée en termes de quantité. Là aussi, nous relevons un peu les freins à cette pratique. Premier frein, de nouveau, même élément, la complexité des trajets. Et la complexité des trajets des femmes sont liées à leur pratique, à la fois d'encadrement des enfants, de la famille au plus large et d'approvisionnement du ménage. La question aussi de la compatibilité des horaires. Les femmes ont des journées sans doute souvent plus compliquées d'un point de vue horaire que les hommes. On a évoqué tantôt la question du billet à 1 heure, mais on est clairement là-dedans, et donc le covoiturage n'est pas idéal pour ça. Et puis le sentiment d'insécurité, mais qui dans ce cas-ci est vraiment marginal. Quelques leviers qui sont proposés. Les femmes préfèrent covoiturer en étant conductrices, sentiment de maîtriser plus la situation. Bien sûr, de covoiturer avec des personnes connues, dès que les personnes sont connues, des collègues, des amis, la pratique s'ouvre. Et il y a aussi, dans l'agglomération de Bordeaux, des propositions de covoiturage en service non mixte, notamment pour amener des femmes au covoiturage. Alors, dernière enquête dont je voulais vous faire part, c'est aussi quelque chose d'assez récent, puisque c'est le dernier cahier d'Observatoire de la mobilité de la région de Bruxelles-Capitale, qui analyse les déplacements domicile-travail et domicile-école, qui est aussi disponible en ligne sur le site de la région. Là, c'est une enquête statistique régulière, puisque c'est des données qui proviennent de l'enquête force de travail, qui est une enquête qui se fait dans le cadre européen d'Eurostat, et qui a notamment des données sur les déplacements domicile-travail. Alors, quelques éléments que je voulais souligner, qui sont soulignés dans ce rapport. Donc, on est ici sur les déplacements domicile-travail. Les femmes sont sous-représentées dans l'usage des transports publics. Il y a plus de femmes dans les transports publics que d'hommes. C'est le cas à Bordeaux aussi. Je n'en avais pas parlé, mais c'est le cas. Plus de femmes dans les trains que d'hommes dans les trains. Et aussi plus de femmes dans les trajets combinés. Trajets combinés, ça veut dire des trajets qui n'ont pas que le motif domicile-travail. Ils ont plusieurs motifs. Autrement dit, dans lesquels on combine des activités, dans lesquelles on a une chaîne de déplacement, c'est-à-dire qu'on va enchaîner plusieurs activités. Donc les femmes combinent plus dans leur trajet de choses, de motifs que les hommes. Et par contre, les femmes sont sous-représentées dans l'usage de la voiture, dans celui du vélo, on l'a vu, et du scooter. Donc d'une certaine façon, on pourrait dire que les femmes sont sous-représentées dans les modes solo. Ce qui est intéressant à voir. C'est à la fois, bien sûr, le résultat de rapports de force, par exemple, sur qui peut utiliser la voiture dans le ménage, mais ça montre aussi que, finalement, les femmes sont plus urbaines, elles sont plus à partager les espaces de circulation, même si, par ailleurs, c'est là aussi qu'on rencontre les formes de harcèlement dont on a parlé tantôt. On pourrait se dire aussi que, d'une certaine façon, les femmes sont plus dans les modes actifs. Alors même si elles sont moins nombreuses dans le vélo, elles sont dans les modes utiliser le transport public, des transports combinés, etc., qui demandent une activité d'organisation, qui demandent de déplacement, qui demandent des efforts sociaux, on pourrait dire, d'arrangement avec tous ceux qui sont présents dans le transport. Et tout ça, c'est une activité. Est-ce que ce n'est pas finalement une activité aussi proprement urbaine, cette activité-là, plutôt que d'être seul dans sa voiture? Deuxième constat que font les statistiques ici de l'AFT, c'est que les femmes se déplacent proportionnellement plus fréquemment que les hommes. C'est dans cette petite colonne-ci. En fait, on a l'impression dans les chiffres bruts que les hommes se déplacent plus fréquemment que les femmes, mais en fait, ça doit être rapporté à la durée du temps de travail. En fait, plus le temps de travail diminue, plus le nombre de déplacements augmente. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui travaillent moins longtemps, donc c'est du travail à temps partiel, qui bien souvent soit est réparti sur la semaine, sur plusieurs jours, soit dans des lieux différents. Et donc, on voit statistiquement que les déplacements liés à ces trajets
ces emplois, les déplacements sont plus nombreux et ces emplois à temps partiel sont plus souvent occupés par des femmes. Et puis, dernier élément, c'est la question des distances. On voit aussi que les femmes sont sous-représentées pour les distances les plus courtes, 10 km et moins, et par contre sont sous-représentées pour les déplacements de très longue distance, où les hommes sont presque 2 fois plus nombreux dans cette catégorie à effectuer des trajets de longue distance que les femmes. Donc on voit bien que, quels que soient les indicateurs qu'on prend, la vie n'a pas la même amplitude, n'a pas la même fréquence, ou on pourrait dire de certaine façon la même intensité pour les hommes et pour les femmes. Ce qui m'amène donc à quelques points pour la conclusion. D'abord, sous ces 3 enquêtes, et puis toutes les autres aussi qu'on peut consulter, des constats convergents. Donc il y a bien des versions genrées des circulations urbaines. C'est un fait, et on peut le voir sur tous les indicateurs, sur les distances, sur les lieux, sur les horaires, sur les équipements, sur les lieux qui sont fréquentés, sur les obstacles perçus. Donc il y a des versions genrées des circulations urbaines. Ce qu'on constate aussi, c'est que se déplacer dans la ville constitue une épreuve redoublée pour les femmes. Donc, de mon point de vue, circuler dans la ville, ce n'est pas quelque chose qui est fluide, c'est se confronter à d'autres usagers, c'est chercher ses trajets, c'est confronter à un certain nombre de choses. C'est une épreuve pour tous ceux qui se déplacent. Ce n'est pas seulement un plaisir, mais cette épreuve est redoublée quand on est une femme par le fait qu'on est confronté à, finalement, la domination masculine dans l'espace public avec toutes ces déclinaisons possibles. Ce que ça nous apprend aussi sur les espaces de la ville, parce que les circulations nous apprennent des choses aussi sur la ville, choses que vous connaissez toutes et toutes déjà, je rappelle ici, c'est que la ville, ce n'est pas simplement un ensemble de choses qui sont disposées dans l'espace, mais c'est finalement un ensemble de personnes, un ensemble d'activités, et pour le dire encore plus fortement, c'est une structure ou une infrastructure socio-genrée. C'est-à-dire que tous les quartiers de la ville ne sont pas identiques. Il y a des classes sociales différentes, il y a des répartitions de genres différentes, il y a la nuit, le jour, et donc c'est dans cette ville-là que ces circulations prennent place. Et dans la ville, on pourrait dire, l'économie des échanges entre les personnes qui circulent, c'est toujours, ce qui est en jeu, c'est toujours la gestion des rapports entre la proximité spatiale, être proches les uns des autres, dans les transports, dans les rues, etc., et la distance sociale. Comment se jouent les différences entre hommes et femmes, entre gens de groupes différents? Quelle est la bonne distance? Le harcèlement, c'est un franchissement de c'est aller au-delà de la bonne distance. Et ça, c'est l'enjeu urbain en permanence, l'anonymat, c'est aussi gérer la distance. Et donc, cette économie-là, elle est une double épreuve aussi pour les femmes qui circulent. Autre élément qui concerne les espaces de la ville, et ça a déjà été de certaine façon évoqué, c'est qu'on ne peut jamais étudier les déplacements, les circulations, ou la mobilité, comme disent effectivement certains aujourd'hui, pour elles-mêmes. Ce qui se passe, les pratiques de circulation, ont toujours un rapport avec ce qui se passe dans d'autres espaces, pas uniquement dans l'espace public. Et ce qui se passe dans les espaces qu'on dit, à mon avis, faussement privés, c'est-à-dire les espaces notamment du travail et du foyer ou du domicile. Parce que c'est dans ces lieux-là que se jouent les rapports de genre, les rapports de force, par exemple, notamment autour de la question qui fait quoi. Quand on est dans un ménage avec des enfants, la question c'est qui fait quoi. Et c'est la réponse qui est donnée à cette question-là a une influence sur la manière dont on circule. On ne peut pas circuler. Donc on ne peut jamais penser la question des circulations uniquement pour elle-même. Il faut le mettre en rapport avec ce qui se passe dans d'autres lieux. Le lien avec, par exemple, la division du travail, c'est effectivement des
à quels emplois ont accès les femmes ou les hommes, quel type de mode de transport. Vous voyez dans le générique tout à l'heure la question de la voiture de société. Voilà, c'est en lien avec aussi le monde du travail. Donc ne pas penser les circulations urbaines uniquement comme quelque chose de séparé du reste. Enfin, je voudrais terminer là-dessus, les circulations nous amènent peut-être à penser les choses en termes de citoyenneté spatiale, c'est-à-dire que la citoyenneté, l'urbanité, ne se pense pas uniquement dans l'espace politique. La citoyenneté, ce n'est pas seulement quelque chose qui se passe dans les institutions, dans les lieux plus ou moins ouverts de débat politique, mais ça se joue aussi dans l'espace et dans l'espace public. Et donc, on peut réfléchir à, finalement, quelles sont les différences de citoyenneté ou d'urbanité spatiale. D'abord, parce que ça nous donne une grille de diagnostic. Qui fait quoi, comment, à quelle heure, avec quels moyens de transport. Ça permet de faire des diagnostics, notamment en termes de genre, mais pas seulement. Et puis, penser en termes de citoyenneté spatiale, ça ouvre aussi la question vidéo-politique. Ça, c'est pas à moi de les porter, mais en tout cas, on peut les soutenir d'une certaine façon sur la question de la liberté de circuler en ligne, la question des égalités et voilà, aussi la question de l'accessibilité qui doit être une question centrale pour penser la ville des femmes et des hommes, évidemment. Alors voilà, je vais conclure sur cette citation un peu vieille et qui vient de Hannah Arendt dans Conditions d'homme moderne. Elle écrit ceci. La réalité du domaine public repose sur la présence simultanée de perspectives, d'aspects innombrables sous lesquels se présente le monde et pour lesquels on ne saurait imaginer ni commune mesure ni commun dénominateur. Car si le monde commun offre à tous un lieu de rencontre, ceux qui s'y présentent y ont des places différentes et la place de l'un ne coïncide pas plus avec celle d'un autre que deux objets ne peuvent coïncider dans l'espace. Il vaut la peine d'être entendu parce que chacun voit et entend sa place qui est différente de toutes les autres. Le monde commun prend fin lorsqu'on ne le voit que sous un seul aspect, lorsqu'il n'a le droit de se présenter que dans une seule perspective. Et je pense que si la ville est faite uniquement par les hommes, ou si elle était faite uniquement par les femmes, eh bien ce serait une perte pour justement la ville et pour l'urbanité. Voilà, je vous remercie. Bonsoir, messieurs, dames, merci pour votre intervention. Je voulais juste échanger mes opinions avec vous. Je trouve que d'abord, Bruxelles, c'est la capitale belge et européenne. Et elle ne donne pas le bon exemple, comme dans les Flandres, par exemple. Non, les bonnes pratiques, les vélos, tous les Flamands, ils sont en vélo. Bruxelles, non. Alors, moi je pense que c'est une question politique plutôt, parce que, par exemple, pourquoi donner des voitures de société au lieu de donner des vélos électriques aux employés, par exemple, tout le monde serait en vélo, et les vélos de la ville de Bruxelles, vélos, ils sont lourds, ils sont difficiles à utiliser, alors je pense que c'est une question vraiment politique. Ils font bien, ils ne donnent pas de service aux citoyennes. Et la mentalité bruxelloise des expats, parce que Bruxelles est franchement une ville où la présence des expats, des bureaucrates et tout, est importante. Alors tous ces gens-là, à qui on offre une voiture de société, voilà, déjà ils dérangent la circulation, le bon déroulement en fait de la ville. Alors, les vélos, ils sont vraiment difficiles à utiliser. Pas de bonne pratique à Bruxelles. Alors, peut-être, il faudrait vraiment que les citoyennes, ensemble, ils fait une pétition, je ne sais pas, à la Commission normale, le patron européen ou à la ville, à la région, je ne sais pas, en plus, le pouvoir qui gère quoi. Parce que c'est très difficile. La mobilité, le ministre de la mobilité est là, mais franchement, nous, les citoyennes, on ne sait pas à qui s'adresser. Alors, c'est vraiment politique, le problème.
Oui, donc, vous m'entendez? À vélo, monsieur. Toute ma vie à vélo. À Bruxelles, j'ai arrêté d'aller à vélo. Oui, est-ce que vous m'entendez avec ce micro-ci? Oui. Non? Voilà. Bien, je voudrais d'abord répondre que je ne suis pas politique, donc je ne vais pas donner réponse. Non, mais plus sérieusement, ce qu'on sait d'un point de vue scientifique, je vais dire, c'est qu'effectivement, quand on offre un certain moyen de transport, notamment la voiture, aux gens, ils vont avoir tendance à l'utiliser. Donc ça, c'est des choses qu'on sait. C'est-à-dire, voilà, plus personne ne peut douter que ça. Alors, on peut dire encore aujourd'hui politiquement, on va offrir la voiture de société, mais les gens sont responsables de ne pas l'utiliser. On sait que ça, c'est pas vrai, ça va pas marcher. Donc, c'est une première chose. Sur la question du vélo, je n'ai pas de réponse précise là-dessus, mais ce que montre ce genre d'enquête, quand même, c'est qu'il ne suffit pas de fournir un vélo. Il serait même plus léger que ça ne suffirait pas encore. Donc, cette idée un peu simpliste qu'il suffit d'avoir l'offre du véhicule pour changer les comportements, on voit bien que ça ne suffit pas. Et on aurait le meilleur vélo du monde, ça ne suffirait pas encore. Tout ce que les femmes nous disent là, c'est que ça ne suffit pas. C'est qu'il y a la question de quelle identité, comment est-ce qu'on se voit, comment sont perçues ses capacités, mais surtout à quel type de tâches on est confronté. Parce que les circulations, c'est ça, c'est pas que du loisir, c'est des tâches. Et donc là aussi, on est un vélo léger ou pas léger, il n'y a pas que ça qui rentre en considération. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de meilleures offres techniques. D'ailleurs, beaucoup de répondants dans ces enquêtes insistent par exemple sur la qualité des infrastructures. Donc là, je pense que le message est même chez la ministre. Donc voilà, là, on a quelque chose. Mais donc, pour le dire autrement, je pense que oui, le problème politique, mais il n'est pas que politique, c'est-à-dire que se déplacer d'une certaine manière en ville, c'est organiser sa vie d'une certaine façon. Et ça n'est pas que politique au sens où ça dépendrait d'une offre de transport. C'est un peu le message de la fin, c'est-à-dire que ça n'est pas dépendant que des seuls déplacements. C'est en lien avec toute une série d'autres choses. Alors, mais par contre, je suis d'accord qu'il faut aussi aller voir les bons exemples ailleurs. Hein, il en existe beaucoup. Mais voilà, c'est une question, la question est complexe. Je sais pas comment ça. Bonsoir. Alors j'avais une remarque et une question. Donc la remarque d'ailleurs qui est liée un petit peu avec ce que madame vient de dire. Moi je suis usagère des vélos depuis 4 ans maintenant. Et d'ailleurs, en fait, c'est le vélo qui m'a permis de sauter le pas parce que j'ai commencé à vélo mes trajets pour aller au travail et c'est en me rendant compte que c'était pas si dangereux que ça que du coup j'ai acheté un vélo et que maintenant j'utilise un vélo au quotidien. Donc voilà, le vélo, c'est vrai que c'est pas pratique, mais ça peut être une porte d'entrée pour se rendre compte que le trafic n'est pas si dangereux. Et en plus, je trouve qu'il y a une amélioration quand même depuis 4 ans. J'ai vu au quotidien des nouvelles pistes cyclables, des nouvelles mesures beaucoup plus en termes de sécurité, de mobilité qui sont améliorées. En tout cas, ça va dans le bon sens. Et pourquoi je voulais parler de ça, c'est aussi, je pense que ça a été peu abordé, mais le vélo, de manière genrée, permet de redécouvrir des quartiers. Il y avait plein de quartiers où je ne me déplaçais pas justement en marchant. Par exemple, le quartier de la gare, qui sont quand même émotionnels pour des femmes, surtout la nuit, etc. Et maintenant, je l'ai fait à vélo et ça m'a permis de démystifier ces quartiers, de pouvoir aller. Et donc, à vélo, c'est vrai qu'en tant que femme, on peut aller dans beaucoup plus d'endroits auxquels on ne penserait pas en marchant. Voilà, ça c'est pour la remarque. Pour la question, en fait, j'avais lu des articles sur la ville écologique qui disaient que s'il n'y avait pas de lecture genrée de la ville écologique, ça pouvait être sexiste, dans le sens qu'on ne prenait pas en compte le fait que les femmes, elles avaient souvent la charge des enfants, des courses, etc. Donc elles se déplaçaient souvent en voiture, si on a 3, 4 enfants, etc. Et c'est vrai que j'avais cette idée un peu que les femmes se déplaceraient en voiture avec les enfants. Mais force est de constater que statistiquement, en fait, c'est pas vrai, les faits sont là. Et du coup, est-ce que ce serait une donnée peut-être
de classe sociale, plutôt les femmes de bourgeoisie et de classe moyenne qui peuvent se permettre une voiture se déplacent. Enfin, je sais pas, au niveau statistique, ça m'étonne en fait que les femmes prennent plus les transports si elles ont 3-4 enfants, etc. Ouais. Oui, donc juste une précision, donc, sur l'enquête force de travail, c'est le déplacement domicile-travail. Donc ne sont enregistrés que les déplacements domicile-travail, en lien avec la région Bruxelles capitale, les chiffres qui sont là. Et donc, ça inclut toute une série d'autres déplacements, et sur les déplacements dans et vers Bruxelles, on sait que, comment dire, par exemple, il y a aussi une surreprésentation des femmes dans l'administration, dans toutes ces tâches administratives, qui sont en général plutôt bien aussi situées sur les gros axes de transport. Et puis là-dedans sont inclus aussi toute une série de gens qui viennent de l'extérieur de la région. Et donc on est sur des profils de narrateurs. Ce que ça dit, c'est que pour la plupart de ces femmes, il y a sans doute une voiture dans le ménage. Mais donc, là où ça se joue, c'est dans la négociation entre les membres du ménage sur qui va utiliser la voiture. Et il se fait que statistiquement, c'est plus souvent les hommes qui ont accès au volant, qui se donnent l'accès au volant que les femmes. Et là, les explications sont compliquées, mais on peut quand même renvoyer à des questions symboliques les hommes sont plus attachés à rouler en voiture sous une forme de gratification symbolique du fait d'avoir accès à ça, et puis aussi de rapport de force dans le ménage. Il ne faut pas se le cacher. Donc voilà, ça c'est des éléments importants. Je pense que j'ai oublié quelque chose que vous avez dans votre question. Oui, alors sur la question du rapport à la voiture, donc, toutes les enquêtes montrent, en Belgique et ailleurs, que quand le nombre d'enfants augmente dans le ménage, on passe à la voiture. Toute classe sociale confondue. Mais il y a des groupes sociaux qui sont déjà, je dirais de base, plus attachés à la voiture. Et il ne faut pas se cacher, le fait d'aller vers des modes actifs, vélo, transport public et tout ça, sont des valeurs qui sont portées par les classes moyennes, avant tout. Il faut aussi savoir que quand on est dans des classes plus modestes ou des emplois ouvriers, etc., souvent les horaires, les lieux de travail ne permettent pas nécessairement l'usage des transports publics ou du vélo. Et donc on recourt à la voiture. Et quand on a la voiture, on l'utilise. Donc ça aussi, il ne faut pas oublier que la ville, si vous travaillez à l'aéroport de Zaventem et que vous commencez à 3h du mat', voilà, vous allez en voiture. C'est pas la même chose que de venir enseigner ici. Voilà. Donc ça fait aussi cette différence. C'est pour ça que je disais que la ville est une infrastructure socio-genrée et aussi socio, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même implication au sens, dans la ville, au sens des horaires d'usage, etc. Donc la voiture, encore dans de nombreux milieux, est un moyen d'assurer la vie et d'accéder à l'emploi. Alors, j'avais ma question, mais qui rebondissait pas. C'est très intéressant parce que ce que vous avez montré avec ces études, c'est qu'en fait, on comptait les femmes cathédrales. Donc ça, c'est bien parce qu'on sait que les Bruxellois sont plus pauvres que les Bruxellois. Ça, on le sait. Et ça veut dire que quelque part, en comptant les femmes, on compte les plus pauvres dans la circulation des plus pauvres dans la rue. Évidemment, la pauvreté n'est pas affichée sur le visage, on ne peut pas compter les pauvres qui se déplacent dans la rue, mais le fait de savoir que les Bruxellois sont plus pauvres que les Bruxellois et de voir qu'il y a tellement de différences dans les mouvements, ça veut dire que quelque part, même si il y a tout un tas tous les arguments que vous venez de donner, on peut quand même, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, bah, tiens, ce serait intéressant de faire d'aller plus loin, et peut-être que l'application justement dont parlait la ministre va permettre de faire ça, ça veut dire qu'il y a forcément quand on a une voiture, a priori, et qu'on se déplace à pied, on n'a pas forcément les mêmes potentiels économiques.
Donc, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que les gens qui se développent de cette manière-là, c'est leur choix? C'est une réponse compliquée. D'abord, je voudrais juste préciser que les comptages de marche à pied, c'était sur Bordeaux. Et donc, on n'est sans doute pas sur le même cas de figure. Je pense que c'est peut-être un raccourci, la remarque que vous faites. Je suis pas, ça dépend fortement des zones où on va aussi enregistrer les passages. Parce que les zones où on les fait, il y a certains types d'activités et donc certains types de personnes ou certains groupes sociaux qui y vont. Entre un zoning commercial, un centre où il y a beaucoup d'administration de bureaux ou des centres où il y a des fabriques, des usines, on ne va pas avoir les mêmes types de personnes. Donc la localisation est extrêmement importante. Et quand on voit les taux d'équipement des ménages aujourd'hui en Belgique, en France et ailleurs, sur l'automobile, ce qui fait la différence, ce n'est pas d'avoir ou pas la voiture. Les ménages qui n'ont pas de voiture sont extrêmement minoritaires. Ce qui fait la différence aujourd'hui entre les ménages, du point de vue des revenus économiques, c'est le fait d'en avoir plusieurs. En avoir une ou d'en avoir plusieurs. C'est ça qui fait les différences. Et quand il n'y a qu'une voiture dans le ménage, c'est là que se jouent des rapports de force pour savoir qui l'utilise. Et qu'il y en a deux, le problème ne se pose plus. Donc voilà. Et du coup, celui qui n'a pas accès au volant, ou celle qui n'a pas accès au volant, comment est-ce que se déplace? Le plus souvent, c'est à pied, ou en tout cas par des transports combinés, à pied, transport public. Une question Moi qui gère le temps. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question peut-être un peu plus précise sur une des études que vous avez mentionnées, qui disait que la sous-représentation des femmes sur les trajets les plus courts, est-ce que c'est pas justement là-dedans qu'il y a quelque chose d'intéressant à chercher sur la taille de la vision de la ville par les femmes et par les hommes, ou peut-être que les hommes ont une vision plus large de la ville parce qu'ils vont pour faire des trajets plus longs vers les centres d'emploi, etc. Et la vision de la ville par les femmes serait plus axée sur le quartier. Enfin, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Oui. Alors, je répondrai, parce que je pense que ce n'est pas une question de vision, c'est une question de type d'emploi, en fait. Ce qu'on sait, toutes les études montrent, c'est que quand il faut faire des ajustements dans un ménage pour s'occuper des tâches ménagères, notamment des enfants, c'est les femmes qui, massivement, font des concessions sur l'emploi. Et donc, on va chercher des emplois, soit à réduire son temps de travail, et bien souvent à prendre des emplois plus proches. Pourquoi? Pour minimiser les déplacements et maximiser le temps qu'on peut consacrer au ménage. Alors que les hommes restent sur des temps de travail plus longs, c'est-à-dire des journées plus longues, souvent sur des lieux de travail plus stables et souvent plus éloignés. Donc, ce n'est pas une question de vision. Ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas parce qu'une personne a un déplacement qui est plus long en kilomètres qu'il a une vision plus large que la ville. Il peut en avoir une vision totalement... c'est un couloir, quoi, de se déplacer à son lieu de travail. Donc il faut faire attention avec la question des distances, que ce n'est pas nécessairement une vision plus profonde. Au contraire, on dirait même que les femmes, par leur capacité, obligation, d'utiliser plusieurs termes, à devoir combiner plusieurs choses, des trajets différents, en fait, connaissent mieux la vie. Ou en tout cas, la connaissent différemment que les hommes. Ok. Tout en demandant à Alexandre Donen de venir se présenter ici, j'avais une dernière question par rapport au concept de masse qu'on entend beaucoup dans les politiques aujourd'hui, Mobility as a Service, qui est très développé dans Moonmove. J'ai l'impression que ce concept est très lié à une idée de la smart city avec des nouvelles applications sont conçues par des hommes et pas forcément très utiles pour les femmes qui ont une idée précise de leur trajet en transport en commun et que c'est peut-être un peu un investissement dans des gadgets. J'ai une vision un peu caricaturale de ce masse, mais vous l'avez beaucoup utilisé comme mot dans l'exposé de la ministre. Alors, je voulais savoir si, du point de vue des études académiques, il y avait une vision sur ces nouveaux outils et sur ce concept qui est très utilisé dans ce nouveau plan régional de mobilité. Je répondrai en deux temps, c'est-à-dire que de fait, il y a de plus en plus de gens qui essayent de trouver des solutions alternatives à la voiture et qui donc
essaye de voir s'il n'y a comme panoplie de choses qui peuvent permettre de faire autre chose que de se déplacer en voiture. Mais, je dirais, à contrario, ce qu'on remarque aussi, c'est que les manières de se déplacer, c'est d'abord des habitudes. C'est-à-dire que les circulations, ce n'est pas des choses, se déplacer dans la ville, c'est pas à chaque déplacement, on va dire tiens, comment est-ce que je vais me déplacer? Non, la plupart de nos déplacements sont des déplacements qu'on fait par habitude. C'est-à-dire qu'on a trouvé des solutions qui fonctionnent, de son point de vue, plus ou moins bien, et on les garde, parce qu'elles fonctionnent. Et donc, derrière ces mobilités à ce service, il y a souvent l'idée que chaque déplacement est une nouvelle aventure, et je pense que ça, en tout cas pour les gens qui habitent dans une ville et qui y travaillent, c'est pas le cas.